Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Vous écoutez le Labo des Savoirs, bonjour à vous. 4381, c'est le nombre moyen d'entreprises recensées comme défaillantes chaque mois entre octobre 2018 et septembre 2019 par l'INSEE. Par entreprise défaillante, comprenez une entreprise qui n'arrive plus à faire face à ses créances et qui entre alors en redressement judiciaire. Cette procédure vise à évaluer la viabilité économique d'une entreprise et est déterminante pour le sauvetage ou non des emplois liés à ses activités menacées. Car c'est bien le combat pour l'activité qui est au cœur de toutes les préoccupations dans cette période critique. Les élus, les organisations patronales et les employés se mobilisent afin d'entretenir le dynamisme de leur territoire et d'éviter la case chômage. Ce combat paraît d'autant plus délicat lorsqu'il est la conséquence d'une décision prise au sein d'un groupe multinational. Comment réagir quand les patrons et les patronnes sont à des milliers de kilomètres et paraissent uniquement décidés par des motifs financiers ? Les actions mises en place prennent-elles obligatoirement la couleur d'une lutte contre les pratiques grises des multinationales ? Quelles sont les marges de manœuvre utilisées par les salariés pour tenter de reprendre en main leur destin ? Pour évoquer ces questions, nous recevons aujourd'hui Mathéo Sorin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie après une thèse au CENS, le Centre nantais de sociologie, et enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs Isen-Incréa-Ouest. Autour de la table, Paul Pascal et Agathe Petit, qui nous ont préparé de formidables chroniques, et à l'animation, Jérémy Frexas. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Alors, une première question pour commencer. Quelle est votre définition de l'entreprise ? Alors l'entreprise, déjà premièrement, il n'y a pas de définition juridique de l'entreprise, ça n'existe pas, on parle plutôt de société. Alors moi je fais de la sociologie, donc ça peu importe pour moi. Je dirais qu'une entreprise, c'est une entité relativement stable dans laquelle des individus, un ou plusieurs individus, mais souvent plusieurs, agissent ensemble autour d'une activité économique. L'idée, c'est de produire de la valeur. Et quels sont les aspects que vous allez étudier en tant que sociologue ? Alors dans la sociologie qui s'intéresse à l'entreprise, il y a plusieurs courants. On peut avoir par exemple de la socio-histoire de l'entreprise, donc ça va être s'intéresser à une entreprise sur le temps long et voir les rapports sociaux entre les différentes parties dans cette entreprise. Ça peut être aussi de la sociologie économique, donc là forcément on va plutôt s'intéresser aux questions économiques autour de ça. On peut aussi voir l'entreprise comme une organisation, c'est-à-dire un lieu où il y a des rapports entre des groupes sociaux différents, des rites, des règles, et puis des cultures aussi, des cultures, pas forcément au sens de culture d'entreprise qu'on peut entendre au sens un petit peu marketing du terme, mais plutôt des salariés qui travaillent depuis 40 ans dans une entreprise, ça crée des cultures communes, des valeurs communes, et donc ça peut être ça qui peut être étudié. Une autre dimension qui est beaucoup étudiée en sociologie, c'est le travail. Donc la sociologie du travail, là, ça va être, pour plusieurs entreprises, étudier les évolutions, les transformations de la manière dont on produit un même objet, par exemple. On va prendre une usine agroalimentaire et puis du poulet, par exemple. Sur 40 années, comment on fait pour arriver à produire une barquette de poulet ? Et vous situez plutôt dans quel domaine ? Alors moi, j'ai une formation assez marquée par la sociologie du travail. Donc je mobilise cette dimension de la sociologie. Mais je me suis penché au cours de ma thèse aussi sur de la sociologie de l'action collective. Donc c'est pas forcément cantonné au travail. Ça peut être les mouvements sociaux, par exemple, l'analyse des mouvements sociaux. Mais on peut utiliser la sociologie de l'action collective dans la dimension aussi du travail. Parce qu'il y a de l'action collective dans les situations de travail. Je pense qu'on va en parler. Votre thèse, justement, venons-en. Elle porte sur différentes filiales de groupes multinationaux qui étaient ou sont toujours établis en région Pays de la Loire. Alors, comment est-ce que vous avez choisi ces sites ? Alors, le premier critère de choix, tous les 6 que j'ai étudiés, c'était des sites industriels appartenant à des multinationales et confrontés à un risque de fermeture. L'idée, c'était d'étudier en gros des usines qui allaient peut-être ou pas fermer à l'issue de cette crise. Alors, comment j'ai choisi ces sites ? Premièrement, il fallait que ce soit des sites qui aient connu récemment ou qui étaient en train de connaître une période de crise. Une thèse, ça dure 3-4 ans, 4 ans dans mon cas,
Donc ça limitait sur le territoire pas trop loin de Nantes, les cas. Mais donc c'était une période où il y avait pas mal de redressement judiciaire et de fermeture d'usines. Donc j'ai sélectionné déjà les cas qui étaient, en difficulté à ce moment-là. Et puis, j'ai fait attention à rencontrer, à utiliser des cas d'usines, assez représentatifs quand même du territoire. Par exemple, il y a un petit peu d'agroalimentaire, un petit peu d'industrie, automobile, enfin sous-traitante de l'automobile et puis, de la petite métallurgie. Vous posez la question de la difficulté du point d'accès dans l'entreprise pour pas être biaisé dans la perception qu'on a de vous. Parce que qu'est-ce que vous cherchez finalement quand vous rentrez en contact avec ces sources? Est-ce que vous cherchez à établir une sorte de vérité, à établir le fil d'une crise? Quelle est exactement votre quête? Alors, la question de la vérité, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est de vraiment très compliqué. Hem, En fait, ma quête première, c'est pas tant, la quête d'une vérité, comme si, il fallait, à la manière d'un journaliste, reconstituer l'ensemble des faits qui, ont conduit où on en est aujourd'hui. La vérité, parfois, elle est facile à établir. Par exemple, qui était où à quel moment et combien de personnes il y avait à cette manifestation? Et est-ce qu'ils ont ou pas, brûlé une machine, devant les médias, oui ou non? Ça, c'est facile d'établir la vérité. Dans beaucoup d'autres cas, c'est pas facile. Par exemple, on peut me dire, pendant l'enquête, tel dirigeant, heu, a intentionnellement mis en faillite cette entreprise. Pour lui, c'était un processus délibéré et qu'on peut faire remonter à 3 ou 4 années en arrière pour telle ou telle raison. Regardez, tout coule de source. On m'explique ça. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Je suis la plupart du temps pas en mesure d'avoir les éléments factuels qui permettent de dire si c'est vrai ou pas. Donc là, la vérité, est-ce que je peux l'atteindre? Eh ben, c'est difficile. Mais en fait, c'est pas forcément un problème. Du moins pour ce que je fais, parce que je suis pas journaliste. Donc la manière de pallier cette difficulté, pour moi, ça a été d'utiliser un concept, d'un sociologue américain, Thomas, qui est le concept de définition de la situation. Le théorème de Thomas, l'idée, c'est de se dire que, indépendamment de la vérité de la manière dont les gens définissent une situation, à partir du moment où ils la définissent de telle manière, ça va produire des effets sur leurs actions. La manière dont ils perçoivent la situation produit des effets sur la manière dont ils agissent. Est-ce que vous auriez un exemple peut-être pour illustrer un peu ce concept? Oui, dans plusieurs usines, que j'ai étudiées, donc qui étaient en crise à ces moments-là, un gros travail effectué par les salariés et de différentes catégories dans l'entreprise, différents niveaux, c'était d'imputer les responsabilités de cette crise. Concrètement, de définir quelles étaient les causes du risque de fermeture. Donc ça implique de remonter dans le temps et de remonter sur les actions passées. Donc qui a fait quoi, quand et qui a conduit à ça. Et en faisant ça, souvent, ce que je montre dans un des chapitres, c'est que ça arrive à une unité locale autour de la définition d'un ennemi commun et qui est un ennemi commun extérieur puisque c'est pas un salarié local, souvent c'est un dirigeant de l'entreprise, du groupe en fait, au niveau c'est des groupes multinationaux, donc c'est des dirigeants internationaux de ces groupes-là ou si c'est pas des dirigeants nominativement, c'est le groupe en général, à qui ils imputent la responsabilité de la crise. Et donc, à partir du moment où ils définissent, cette entité comme étant leur ennemi, responsable de la crise, ils vont pouvoir agir en conséquence. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours réussir à l'atteindre, cet ennemi. Ça fait partie aussi de la On va y recherche. revenir, ouais. Très bien. Donc, vous nous parliez du théorème de Thomas pour parler donc de votre quête. Donc, votre quête, si c'est pas la vérité, qu'est-ce que c'est alors? Ma quête, ça a été, d'étudier ces périodes de crise pour reconstituer la manière dont les individus agissent à partir du moment où il y a un risque de fermeture dans leur usine. Concrètement, telle usine va peut-être fermer. Qui fait quoi à ce moment-là pour soit faciliter le fait que ça ferme, ou soit pour essayer d'empêcher le fait que ça ferme, ou alors pour accepter la fermeture, mais en modifier les modalités. C'est ça que j'ai étudié. Reconstituer ça. Très bien. Donc, une fermeture d'entreprise, on commence à comprendre. Donc, c'est le point de départ de votre réflexion. Alors, si on veut juste comprendre le cadre juridique, en fait, quelle est la conséquence de la volonté de fermeture d'une entreprise? Est-ce qu'il y a des démarches légales pour fermer une entreprise? Enfin, comment ça fonctionne? Alors oui, il y a un droit à ce niveau-là qui encadre ça. On ne peut pas fermer une entreprise comme on veut.
Il y a deux cas, deux cas de figure que la législation sépare, que j'ai étudiés. D'une part, les redressements judiciaires. Donc là, on va être dans le cas on va appeler des faillites, des entreprises qui ne peuvent pas faire face à leurs créances et donc qui sont mises en redressement judiciaire. Et l'autre cas, c'est, on parle de plan social ou de PSE, ça va être un groupe qui décide de fermer un site de production ou alors de licencier une partie de ses salariés. Dans les deux cas, il y a des procédures formelles qui se mettent en œuvre et une place est donnée aux représentants des salariés, du moins sur le papier, pour intervenir sur ce dossier-là. On parle souvent de négociation à ce moment-là dans les médias. Dans les faits, ce que montre la sociologie des restructurations industrielles depuis 20-30 ans, c'est que les marges de manœuvre des représentants des salariés dans ces institutions sont très faibles. Du moins, pour empêcher la fermeture, c'est très très difficile, c'est très rare que ça arrive. Souvent, on est sur la négociation du montant des primes de licenciement. Et encore, c'est que dans le cas de PSE, parce que dans le cas de redressement judiciaire, là, il n'y a pas de surplus à la prime légale de licenciement. Et à ce moment-là, est-ce que la justice s'immisce dans le fonctionnement de l'entreprise? Alors la justice, oui, mais une forme particulière de justice parce que c'est les tribunaux de commerce. Donc c'est pas la justice qu'on a l'habitude de connaître. C'est pas les jurés, c'est pas les tribunaux d'instance. C'est une justice particulière qui va établir en fait si l'entreprise est viable ou pas économiquement. Concrètement, on prend une usine d'une centaine de salariés qui fabrique, on va dire, des savons, et elle ne peut pas faire face à ses créances. Elle est mise en redressement judiciaire, et là, le juge judiciaire va, avec d'autres personnes qui l'encadrent, va dire si oui ou non l'entreprise peut continuer à être viable économiquement. Alors, il peut y avoir une période d'observation comme ça pendant plusieurs mois, jusqu'à 18 mois, où l'entreprise peut continuer de vivre sous la protection de la justice. Et à l'issue de ça, peut-être qu'elle va avoir la possibilité de trouver un repreneur. C'est-à-dire que un autre fabricant de savon, dans un autre endroit en France ou dans le monde, va se porter acquéreur de cette usine, va faire une offre au tribunal de commerce. Et dans ce cas-là, peut-être que le tribunal de commerce va l'accepter et l'usine va repartir, souvent avec des licenciements, mais va repartir quand même. Par contre, dans le cas de plan social, où un groupe décide de fermer une usine, il n'y a pas ce dispositif de recherche de repreneur. En fait, il existe depuis la loi Florange. Formellement, le groupe est obligé de chercher un repreneur. Souvent, ça se résume à une recherche de repreneur sur la forme. Ils ont bien publié le fait qu'ils cherchaient un repreneur, mais ils ont toujours le dernier mot pour dire s'ils acceptent ou pas le repreneur. Donc, c'est beaucoup plus dur pour une entreprise d'être reprise quand un groupe souhaite la fermer que quand elle est en redressement judiciaire. Très bien, je pense que c'est relativement clair. Donc une fois que ce redressement ou ce plan social a été acté, c'est là que votre réflexion, j'ai l'impression, commence. Et donc c'est de se dire que vont percevoir les salariés et qu'est-ce qui va les mettre en activité. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je fais remonter l'ouverture de la période de crise en amont. C'est pour ça que je parle de la perception d'un risque d'arrêt de l'activité et pas seulement d'un risque d'arrêt de l'activité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où des individus dans l'entreprise considèrent qu'il y a un risque pour l'activité. Elle va peut-être s'arrêter. À partir du moment où on le considère, peut-être que c'est bien avant, 2 ans avant le redressement judiciaire. Mais à partir de là, déjà, ils commencent à établir les responsabilités de ce qui les a conduits à ça et donc à mener des actions éventuellement pour éviter ce risque de fermeture. Et finalement, qu'est-ce qui pousse les salariés à agir? Est-ce que leur destin est scellé à l'annonce du retrait des actionnaires ou au moment où ils sentent que les actionnaires peuvent se retirer? Alors, est-ce qu'il est scellé? Non, pas complètement. En fait, les marges de manœuvre sont très faibles, mais ce que montrent les cas que j'ai étudiés, c'est qu'ils ne sont pas complètement impuissants, les salariés de ces sites industriels, quant à leur avenir. Je précise vraiment tout de suite, la marge de manœuvre est très restreinte. Mais c'est pas seulement l'apathie qui les gagne, ils sont pas seulement abattus face à une décision qui vient de l'extérieur. Ce que je montre dans ma thèse, c'est qu'il y a des combats très importants qui sont menés et qui prennent des formes très diverses. Après, les chances de réussite,
si on considère que la réussite, c'est empêcher la fermeture, ben, elles sont assez minimes et c'est assez rare. Mais c'est ce que je montre dans la fin de mon travail, en parlant de la cause de l'activité, c'est que justement, un des types de combat qui est mené, c'est pas un combat contre le retrait de l'actionnaire antérieur, mais pour la défense de l'activité. C'est-à-dire d'essayer de faire émerger dans le débat public, de dire notre usine, on fabrique des savons, autre chose, elle est viable économiquement. Alors un tel, notre actionnaire n'en veut plus. De toute façon, il voulait s'en séparer depuis 5 ans, il n'en veut plus. Nous, on peut encore produire des savons et être viable économiquement. Donc, il faut que ça continue. On ne peut pas licencier 100 personnes alors que c'est viable. C'est ça le combat qu'ils vont mettre en avant et que j'ai appelé la défense de la cause de l'activité. Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse. Nous sommes avec Mathéo Sorin, docteur en sociologie et enseignant-chercheur à ICEN Incréa Ouest, et nous allons aborder les conséquences de la perception d'un risque de l'arrêt de l'activité d'un site industriel d'un groupe multinational. Alors vous distinguez dans vos travaux différents temps. La construction d'un ennemi à travers des récits analytiques de la chaîne causale, la lutte pour la stratégie à mettre en place et la mise en place de ces actions. Pourriez-vous commencer par nous en dire un peu plus sur ce concept de récit analytique de la chaîne causale ? Alors, les récits analytiques de la chaîne causale, c'est une notion que j'ai construite pour répondre à un besoin que j'avais qui venait du terrain, en fait, un constat qui venait du terrain. Pendant la crise, sur tous les sites que j'ai étudiés, tous les salariés sont amenés à construire une analyse des causes de cette crise. C'est-à-dire construire une analyse, mettre en relation des éléments qui viennent de différents services, du service commercial, du service marketing, production, etc. Et mettre en relation ces différentes informations pour essayer de comprendre ce qui a conduit à ça. Est-ce que c'est le fait que les produits qu'on fabrique, qu'on met sur le marché, ils correspondent plus aux besoins, à la demande de nos clients, et donc on fait des choses qui sont de moins bonne qualité, et donc c'est ça le problème de la crise. Ça peut être ça. Le plus souvent, ces récits analytiques de la chaîne causale, en fait, ils mettent une imputation de la responsabilité de la crise aux responsables internationaux des groupes dont font partie ces sites industriels. C'est-à-dire que du cadre dirigeant au service marketing, aux techniciens de maintenance, en passant par les ouvrières sur chaîne, eh bien, la plupart du temps, tous imputent la responsabilité de la crise à la direction de la multinationale. Et c'est là que va émerger l'ennemi. Exactement. Alors là, j'ai voulu opérer une distinction entre deux entités, l'ennemi et l'adversaire. L'idée de parler d'ennemi, c'est de se dire que l'ennemi est l'entité à qui ils imputent la responsabilité de cette crise. L'adversaire, c'est l'entité vers qui ils vont orienter leurs actions. Et en fait, tout l'enjeu pour eux va être de convertir l'ennemi en adversaire, mais c'est parfois très difficile quand il s'agit de dirigeants de multinationales qui sont très éloignés géographiquement, socialement et sur beaucoup de plans d'eux. Donc parfois, l'adversaire se retrouve être quelqu'un d'autre que leur ennemi. On va y venir. Juste sur cet ennemi, est-ce que les différents acteurs dans l'environnement de l'entreprise sont tous d'accord sur la nature de cet ennemi ? Est-ce que l'ennemi arrive à faire consensus ? Ce qui m'a frappé pendant l'enquête de terrain, c'est certains entretiens. J'ai souvenir notamment avec un cadre commercial et puis aussi une responsable des ressources humaines. Je vais plutôt prendre le cas de cette responsable des ressources humaines. Elle avait 55 ans à peu près pendant le moment de l'enquête, et quelqu'un plutôt à droite politiquement, plutôt conservatrice, je pense. Et en l'écoutant raconter l'histoire de son entreprise, en fait, j'avais l'impression d'entendre un gauchiste, quoi. Elle m'expliquait la manière dont la multinationale avait saccagé son outil de travail, à elle, mais pas seulement, à elle et ses collègues. Et avec un discours vraiment politiquement qu'on aurait pu croire très à gauche, quoi. Et ça, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises sur plusieurs sites. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'unification de ces récits analytiques. Il y a une tendance à l'unification de la désignation de l'ennemi. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur tous les points, hein, c'est pas ça. Il reste des distensions internes. Ce que je voulais montrer surtout, c'est que cette période de crise, elle favorise une unité locale pour désigner un ennemi extérieur
Et c'est très important parce que c'est un moment de crise qui peut être très difficile, parce que ça dure longtemps. Ça peut durer 3 mois, mais ça peut durer 18 mois, des fois, ces périodes de crise, d'incertitude. Et c'est des moments où il peut y avoir des conflits internes très violents. Et cette désignation d'un ennemi commun extérieur permet une unité locale contre ceux qui le désignent responsable. Alors cette désignation de l'ennemi, justement, elle permet la mise en action. Et une fois la stratégie mise en place, l'enjeu est de faire connaître et de promouvoir des échanges entre des salariés concernés et des salariés qui pourraient être concernés autour d'eux. L'une de ces luttes emblématiques de la fin des années 70, qui a fait l'objet d'une guerre de communication, a eu lieu dans le bassin des aciéries de Lorraine. Alors, Paul Pascal, allons-y, que s'est-il passé exactement? Il faut pour commencer rappeler le contexte global français. Politiquement, les aspirations libertaires de mai 68 sont loin. Valéry Giscard d'Estaing a été élu président en 1974, juste après le premier choc pétrolier, et 5 ans plus tard, il a nommé Raymond Barre Premier ministre pour gérer la crise économique et mettre en place la société libérale avancée qu'il appelait de ses voeux lors de son élection. Mais le chômage ne cesse de progresser, dans un contexte de crise économique aiguë. C'est notamment le cas du secteur de la production de l'acier, l'industrie essentielle à la vie de son principal bassin de production, la Lorraine. Déjà touchée par une baisse de la demande au début des années 60, la métallurgie avait su se moderniser et limiter la baisse de ses effectifs de 88 000 à 78 000 ouvriers environ entre 62 et 75. Mais à partir de 75, les conséquences de ce premier choc pétrolier se font violemment sentir. En 7 ans, les effectifs vont être divisés par 2, avec, parmi les décisions politiques essentielles, un plan gouvernemental de sauvetage de la sidérurgie française, annoncé en 1979, avec pas moins de 22 000 suppressions d'emplois prévues en 18 mois. Un dégraissage concentré sur les seuls bassins de Longwy et du Valenciennois. La réponse ouvrière est à la hauteur de l'annonce. De Longwy à Nancy, de Metz à Valenciennes, les blocages d'usines s'organisent, les manifestations sont quotidiennes et les violences avec les forces de l'ordre sont nombreuses. C'est toute la population qui est mobilisée avec des opérations ville morte. Mais il faut informer les gens, alors qu'il n'existe en 1979 que des télés ou radios d'État, à part les radios périphériques RTL, Europe 1 et RMC. En janvier 1979, la CFDT décide de lancer Radio SOS Emploi, une petite radio pirate, sans beaucoup de moyens et encore moins d'ambition. Mais dans la sidérurgie, c'est la CGT qui est ultra majoritaire. Et elle n'entend pas rester sans voix pour mobiliser. Au siège parisien, où on ne parlait pas encore de pôle communication, c'est la section propagande du syndicat qui prend la décision de créer une radio, Lorraine Cœur d'Acier, qui sera gérée par l'Union départementale Meurthe-et-Moselle de la CGT. LCA, Lorraine Cœur d'Acier, est lancée pour quelques jours seulement, dans le but de mobiliser toute la population pour la grande manifestation du 23 mars 1979 à Paris. Elle dispose pour ça d'importants moyens. 2 journalistes communistes, Marcel Trillat et Jacques Dupont, sont envoyés de Paris. À l'antenne, le direct et les discussions sont mis en avant. Mieux, LCA ne se cache même pas. Elle se montre au grand jour en s'installant dans l'hôtel de ville de Longwy, avec la bénédiction du maire. Le curé du village a même prêté son clocher pour héberger l'antenne. Et avec ses 600 watts de puissance, l'émetteur rapporté clandestinement d'Italie arrose plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Le studio, une simple cabane en bois d'une dizaine de mètres carrés, trône en plein milieu du hall de la mairie. Il est doté d'une grande vitre qui permet au public de voir les émissions sans les perturber. Mais souvent, la porte reste même ouverte et chacun peut accéder à l'un des 4 micros, sans filtre préalable, sans préparation et encore moins de censure. 17 mars 1979, 16h30. Première à prendre la parole au micro, la journaliste parisienne Brigitte inaugure l'antenne de Lorraine Cœur d'Acier sur le 96,7 MHz. Elle lance le principal journaliste de la station, Marcel Trillat, qui évoque sa vision encore plus large de la radio que celle de la CGT. LCA sera une radio pour vivre et travailler, décidée en Lorraine. Et il ajoute: dans ce combat, tous ne partagent pas les positions de la CGT. Nous souhaitons que LCA permette de participer au débat, qu'elle aide à rassembler ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, enseignants, quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir, c'est votre radio. Participez directement à ces émissions, écoutez et faites-la écouter. Preuve de la réussite de ce lancement, les antennes de voitures arborent désormais un petit bout de tissu.
Ce chiffon rouge, venu tout droit de la chanson de Michel Fugain, qui deviendra l'hymne de Lorraine Cœur d'Acier. Naturellement, le pouvoir n'entend pas laisser LCA s'exprimer. Mais tout a été prévu. À la moindre alerte, voiture de police ou CRS en mouvement, les sirènes de Longwy retentissent pour appeler la population à protéger sa radio. Plusieurs milliers de manifestants peuvent ainsi investir la place de la mairie en seulement quelques minutes. Aucune intervention directe ne sera d'ailleurs entreprise par les autorités devant ce dispositif. Ils tenteront d'autres stratégies, en particulier le brouillage de la station à partir d'un hélicoptère. Et en riposte, les maires communistes de Longwy et de Mont-Saint-Martin, une commune à côté, publient un décret qui interdit simplement le survol de leur commune. Au bout de 2 mois, un puissant émetteur de brouillage rend LCA aphone et provoque une manifestation de plus de 2000 personnes au pied de cet émetteur le 17 mai. Après de violents affrontements sur place, le brouillard est sauvé par les CRS, mais les émeutes se poursuivent dans le centre de Longwy. On comptera au petit matin 25 blessés et des dégâts importants dans les commerces, les banques et l'agence du quotidien régional Le Républicain Lorrain. C'est que le journal local n'a parlé de LCA qu'une seule fois, le jour de son ouverture. Certains ont moyennement apprécié. Pour contrer le brouillage en juin 79, la radio libre émet également en ondes moyennes. Mais le fruit est déjà pourri de l'intérieur. Après l'interruption du mois d'août, pour l'été, la CGT ne veut plus assurer le financement de la station, considérée comme incontrôlable. Les animateurs ne lâchent pas et créent une association, les Amis de Lorraine Cœur d'Acier, qui organise le soutien financier populaire. Jusqu'à 2400 personnes financeront la radio. Mais la liberté de ton devient inacceptable. À partir du printemps 80, l'équipe de Longwy est accusée de dérapage. En particulier, certaines prises de position sur l'absence de démocratie dans les pays de l'Est ne passent pas. La trêve de l'été 80 permettra d'écarter Marcel Tria et son équipe de Lorraine Cœur d'Acier, licenciés de fait. Les instances du syndicat retirent aux amis de LCA le droit de regard sur le programme de la station. La reprise en main est consommée, mais le public suit moins. Et le 20 janvier 81, 900 CRS investissent le studio de Longwy. Lorraine Cœur d'Acier a vécu. Le Labo des Savoirs, la radio savante. Ce projet de radio libre s'inscrit dans un trio d'actions collectives que vous mentionnez régulièrement, Mathéo Sorin. Action collective directe visible, participation aux instances de représentation du personnel et recours à l'institution judiciaire. Alors, il s'agit, vous dites, des actions les plus souvent mises en avant par les médias. Alors, comment l'expliquez-vous ? Oui, effectivement, il y a 3 types d'actions collectives qui sont beaucoup plus visibles dans les médias. Donc, les actions directes visibles, celles dans les IRP, instances de représentation du personnel, et les actions menées sur le terrain judiciaire. Alors, elles sont beaucoup plus visibles. Pourquoi ? Parce qu'elles correspondent au canon qu'on a de l'image de ce qu'est une lutte ouvrière. Donc, les feux de palette devant l'usine, les négociations entre patronat et syndicats, et puis les sorties de tribunaux. Ce que je montre, c'est que c'est surtout ces 3 types d'actions qui sont étudiées par les sociologues, et on en vient à oublier un petit peu qu'il y a d'autres formes d'actions. Et c'est de ça dont j'ai parlé aussi un petit peu dans ma thèse. Alors, dites-nous en plus sur ces autres formes d'action, justement. Alors, j'en parlais tout à l'heure un petit peu. Il s'agit notamment des actions qui servent la cause de l'activité. La cause de l'activité, comme je le disais, ça va être pour les salariés, essayer de faire valoir le point de vue suivant. Notre entreprise est économiquement viable. Peut-être que notre actionnaire veut se séparer de nous. N'empêche, on est économiquement viable. Donc, on peut continuer à tourner sans créer de dettes, en payant nos salaires, nos fournisseurs et en vendant nos produits à nos clients. À partir de là, pourquoi on fermerait ? C'est ça le point de vue qui est défendu par ces salariés. Et donc, pour le défendre, ce point de vue, eh ben, ils vont produire des contre-analyses. Contre-analyses par rapport à celles produites par leurs anciens actionnaires qui justifient les motifs économiques pour lesquels il faut absolument fermer cette usine. Donc là, un contre-discours émerge, et pour ça, les salariés aussi s'unissent autour des différents services pour rassembler des informations et produire ce contre-discours. Alors, j'ai considéré que c'était des actions collectives au même titre que
les blocages de flux, c'est-à-dire on arrête la production pour pénaliser notre employeur ou les clients, ou alors que les actions sur le terrain judiciaire. Eh ben, cette défense de la cause de l'activité, c'est une action collective au même titre, sauf qu'on en parle moins. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en lumière. Et donc finalement, c'est des actions qui sont assez complémentaires dans la lutte suite à un risque de fermeture. Complètement. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'elles étaient en tout cas menées de manière simultanée. Par exemple, on peut voir des sites où il y a un blocage du flux, on arrête la production, ou on bloque les entrepôts qui détiennent les pièces qu'on a en réserve pour ne pas alimenter le client, pour mettre la pression sur l'employeur, pour qu'il retarde le plan social. Et si on gagne 2 mois, 3 mois en faisant ça, en négociant, on garde les pièces, vous faites rien pendant ce temps-là, bah peut-être que c'est les 2-3 mois qui vont rendre possible un projet de reprise de l'activité par un tiers. Ou alors, en scope, par les salariés qui reprennent leur activité en coopérative. Et ce qui est intéressant dans ces actions, c'est que certaines, vous les désignez comme sans adversaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur ce concept? Et donc, la distinction ennemi-adversaire me permet justement de parler de l'adversaire comme étant l'entité contre qui sont portées les actions. Et alors, je montre qu'il y a des actions qui sont portées contre le client qui n'est pourtant pas désigné responsable de la crise. Donc, dans ce cas-là, c'est des actions contre un adversaire, le client, mais juste parce que ça va nous permettre peut-être d'augmenter la prime. On va demander au client de payer nos indemnités de licenciement en mettant une prime en plus. Ça, c'est des actions collectives contre un adversaire, mais qui n'est pas l'ennemi. Mais quand il s'agit de défendre la cause de l'activité, là, l'ennemi, peut-être qu'il existe dans la tête de ces personnes-là, c'est sûr même qu'il existe, mais il n'est pas transformé en adversaire. Et cette action-là, défendre l'activité, elle n'est pas menée contre une entité, elle est menée pour l'activité. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles sont un peu invisibilisées dans les travaux de sciences sociales, ces types d'actions, parce que c'est moins emblématique. On est loin du feu de palette avec les salariés, les ouvriers surtout, l'image qu'on en a qui brûlent des pneus et des palettes parce qu'ils sont pas contents ou en colère. C'est pas ça. C'est moins visuel. C'est moins visuel, ça correspond moins à l'imaginaire collectif. Et puis, ça correspond pas aussi à l'image qu'on a peut-être des salariés de l'industrie qu'on aimerait peut-être cantonner à seulement des personnes qui sont capables d'assembler des pièces ensemble. Non, ce que je montre, c'est que indépendamment de leur position dans l'entreprise, ces personnes-là établissent des plans de continuation de l'activité. Et c'est pas seulement les cadres dirigeants qui sont manettes là-dessus. Alors, il y a une unité qui se fait à ce niveau-là, mais c'est pas manichéen, quoi. On commence à comprendre que la situation de crise dans un site industriel, au moment où une menace pèse sur la poursuite de son activité, rend les choses plus subtiles qu'il n'y paraît. Il n'y a pas vraiment deux camps, avec d'un côté les salariés qui attendent de savoir à quelle sauce ils et elles vont être licenciés, et la direction qui se défausse de sa responsabilité. C'est en tout cas l'une des conclusions de votre thèse, Mathéo Sorin, la cause de l'activité, réalisée au Centre Nantais de Sociologie. Ces mots, Which side are you on les retrouve à peu de choses près dans une citation que vous faites de Howard Baker, sociologue américain. Il s'agit d'un moment dans votre mémoire qui traite de votre démarche de réflexivité. Cette citation est accompagnée de l'explication suivante. Je cite, « La question n'est pas de savoir si oui ou non nous devons prendre parti, mais plutôt quel parti nous prenons. » Alors cette démarche de réflexivité, quel impact a-t-elle eu sur vos travaux ? Alors vous dites la question n'est pas de savoir si oui ou non on doit prendre parti, mais plutôt de quel parti on prend. Ce que je veux dire par là, c'est pas exactement de prendre parti au sens militant du terme. C'est pas prendre le parti d'un camp, mais c'est plutôt positionner son regard d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire qu'en sociologie, on étudie la société dont on fait partie. C'est-à-dire que on doit adopter un point de vue, c'est-à-dire la vue à partir d'un point, et ça détermine notre regard, le regard, enfin ce qu'on va observer, et donc le regard qu'on va porter sur un événement. Donc c'est ça, c'est prendre parti dans ce cas-là, c'est cette dimension-là. La démarche de réflexivité dont vous parlez, effectivement, ça a été une dimension importante, notamment sur un sujet comme ça qui est très, très politique finalement. Très politique et qu'on peut aborder de manière très militante aussi en tant que chercheur. Et ça peut amener des biais sur les analyses qu'on produit. Pour éviter ça, enfin minimiser ça du moins, j'ai eu recours notamment à ce qu'on appelle la solution linguistique. C'est Erving Goffman qui propose ça, notre sociologue américain. Il s'agit
définir les catégories qu'on va utiliser, les catégories d'analyse, en utilisant des mots qui sont vraiment le plus possible dénoués de toute connotation morale ou politique. On parlait tout à l'heure de récit analytique de la chaîne causale. Alors, on ne fait pas beaucoup plus froid comme définition. comme définition, comme dénomination de catégorie, mais c'est une manière de se protéger des biais justement moraux, politiques, etc. Est-ce que vous auriez par exemple d'autres exemples de formulation de ce concept qui permettraient d'introduire ces biais? Comment vous les nommiez ces récits analytiques avant de pouvoir justement trouver cette formule? En plus de cette question de positionnement et de réflexivité, vous posez aussi la question de la généralisation possible de vos travaux. Et avant de parler de cet aspect, il y a une première question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il y a une recette magique, entre guillemets, qui permettrait à un site industriel de perdurer malgré l'annonce de retrait des actionnaires? Alors, pour répondre à cette question, premièrement, je vais distinguer deux types de manières de faire de la sociologie. On va parler de sociologie appliquée et de sociologie plutôt académique, on pourrait dire. Et la sociologie appliquée, elle va essayer de trouver des solutions aux problèmes que se posent les acteurs qui sont étudiés. Moi, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait de la sociologie plus académique où on essaie de comprendre le fonctionnement des individus en société. Et donc, à partir de là, on n'essaye pas de répondre aux problèmes qui se posent à eux. C'est pas notre problème de trouver des solutions, la meilleure voie pour eux. C'est vraiment pas notre objectif de recherche. Ça peut paraître très cynique, mais on se pose pas la question pour un entomologiste. Est-ce qu'il veut améliorer les conditions des fourmis? Non, il va observer comment elles fonctionnent entre elles. C'est plutôt ça qu'on fait. Donc à partir de là, moi, j'ai pas cherché à écrire un manuel. C'était pas dans mon cahier des charges, on va dire. Alors maintenant, ce que j'ai observé, par contre, la manière dont les personnes agissent entre elles, fait que y a des choses qui semblent bien marcher. C'est quand justement, elles ne délaissent pas seulement aux responsables des entreprises, à leurs actionnaires ou aux dominants dans la société, l'analyse économique. C'est-à-dire quand les salariés de tout niveau s'approprient cette question de qu'est-ce qu'on produit, à qui on vend, quelle est la qualité de nos produits, combien on les vend, comment on répartit l'investissement et tout ça. En fait, depuis longtemps, il y a un monopole patronal sur ces questions-là économiques. Et peut-être que ça, c'est dommage de le délaisser seulement à ces entités-là. Parce que c'est se priver de levier d'action au potentiel, on pourrait dire. Vous évoquez les deux écueils, selon vous, à éviter lorsqu'il s'agit d'analyser donc les situations de crise. Considérer les salariés comme sans ressources et subissant sans pouvoir réagir l'annonce de la fermeture de leur usine. Et l'autre extrême qui vise à considérer toute lutte menée par les ouvriers comme une façon de s'opposer au capitalisme financier. Alors cela nous amène à nous poser subtilement la question de la place que peuvent occuper les salariés au temps de crise dans l'entreprise. Agathe Petit. Oui, merci Jérémy. Alors moi, je me suis très subtile intégration Comme toujours. De cette question de la démocratie en entreprise. Je me suis demandé si ça existait réellement. Alors une fois qu'on a dit démocratie et entreprise, on se demande un peu par quel angle on va aborder ce qui ressemble à première vue à une association impossible. Lieu d'exercice d'un pouvoir hiérarchique autoritaire, le monde de l'entreprise semble par nature nier toute possibilité démocratique. Comment penser la démocratie au sein d'organisations qui, à première vue, une fois encore, fonctionnent comme autant de tyrannies privées, pour reprendre l'expression du philosophe Noam Chomsky. Si le pouvoir y est exercé de manière légitime, il n'en est pas moins un pouvoir absolu, dès lors que le ou la manager bénéficie d'un lien d'autorité qui se décline en lien de subordination. Le terme entreprise désigne néanmoins des situations très hétérogènes. Quoi de commun finalement entre la société multinationale cotée en bourse, spécialisée par exemple dans l'exploitation des ressources pétrolières, et la coopérative ouvrière d'imprimerie qui élit son ou sa dirigeante tous les 2 ans. Nous en resterons donc à la forme dite classique de l'entreprise, c'est-à-dire la plus répandue, société où le capital prime sur le travail, tout en gardant à l'esprit bien sûr que des formes alternatives d'entreprise sont envisageables. Si le terme entreprise pose problème quant à sa définition, il n'est pas sûr que le concept de démocratie soit plus évident à cerner. Ce que l'on entend d'ailleurs souvent par démocratie n'en est en réalité qu'une forme particulière, d'aucuns diraient d'ailleurs réductrice, la démocratie représentative. C'est-à-dire que l'individu délègue à un ou une élue, qui devient son ou sa représentante, l'exercice de son pouvoir.
En fonction de son niveau d'aboutissement, la démocratie peut être complète, c'est-à-dire qu'elle développe au maximum l'égalité des chances. Elle peut être moyenne, se contentant de permettre la liberté d'expression et la concurrence des points de vue, ou bien encore tutélaire. Et dans ce cas, seule la croyance en la démocratie fonctionne. La démocratie réside donc à la fois dans les instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise, comme dans le processus de prise de décision. En France, contrairement aux idées reçues, les consultations directes des salariés occupent déjà une bonne place. Les délégués syndicaux y consacrent d'ailleurs la quasi-totalité de leur temps. Il existe déjà de nombreuses obligations de négocier annuellement dans les entreprises sur les salaires, la durée et l'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, l'épargne salariale, l'insertion professionnelle des personnes handicapées. En revanche, les obligations d'aboutir demeurent exceptionnelles et les négociations se concluent rarement par des accords dès lors qu'il s'agit, on s'en doute, d'augmenter les salaires ou de créer des dispositions favorables aux salariés. Surprise. Comme quoi, démocratie ne signifie pas, ou pas toujours en tout cas, pouvoir. Si le management a pour but de faire atteindre à l'entreprise un niveau de performance maximal dans un contexte de marché concurrentiel, comme c'est le cas actuellement, alors le mode d'organisation fondé sur la hiérarchie fonctionnelle et l'exercice d'un pouvoir de la part du manager pourrait, a priori en tout cas, sembler le plus efficace, un peu à la manière d'une organisation militaire. En tout cas, ces présupposés-là sont très rarement remis en cause. Pourtant, dans les recherches, dans de nombreux travaux en management, on retrouve des écrits visant à démontrer les avantages à démocratiser l'entreprise. Incarnée par le courant du management participatif, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette perspective, dite humaniste, considère que la démocratie serait plus efficace que l'autocratie managériale classique. La participation des travailleurs et des travailleuses dans les processus de prise de décision permettrait, et c'est plus ou moins ce qu'on a dit tout à l'heure, de développer leur implication et par voie de conséquence d'accroître leur performance. Cette vision, elle a été très critiquée. Elle renvoie à un ouvrage fondateur qui s'appelle La dimension humaine de l'entreprise. Il a été écrit par Douglas McGregor, qui était professeur de management au MIT des années 1930 à 1960. Au sein des entreprises qu'on qualifie de classiques, on a pu voir émerger des formes institutionnelles qui témoignent effectivement d'avancées démocratiques. Les comités d'entreprise ou les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui sont devenus très récemment les CSE, les comités sociaux et économiques, et tout ce que l'on appelle plus largement finalement les instances représentatives du personnel constituent des formes particulières de démocratisation de l'entreprise. En France, je fais un petit rappel, puisque tout le monde n'est pas au courant. Dans les entreprises de 11 salariés et plus, les délégués du personnel exercent une fonction de porte-parole. Ils relaient les revendications des salariés et leur assurent une représentation. Dans les entreprises un peu plus conséquentes, de plus de 50 employés, le CE, le comité d'entreprise, permet une diffusion d'informations stratégiques auprès des représentants et des représentantes élus, ce qui favorise la concertation collective. On peut donc effectivement parler d'avancées, mais on est encore loin de pouvoir qualifier ces évolutions de démocratie dans l'entreprise. C'est dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et on peut peut-être même évoquer les associations, que les innovations démocratiques s'appliquent concrètement. Depuis les mutuelles jusqu'aux coopératives, de nombreuses tentatives nous permettent d'envisager la démocratisation de l'entreprise comme une forme viable d'organisation. Ça paraît assez évident et assez naïf de le dire comme ça, mais ça ne va pas du tout de soi. Ce qui distingue fondamentalement les entreprises coopératives des entreprises classiques, eh bien, c'est que l'entreprise, dans le cadre d'une coopérative, appartient à ses travailleurs, ses travailleuses, ses sociétaires ou ses associés. Et le contrôle y est exercé de manière démocratique au sens une personne égale une voix. C'est donc ce qu'on pourrait appeler un suffrage direct au sein même de l'entreprise. Alors, pour revenir un petit peu sur vos travaux, Mathéo, est-ce que, en tout cas, ce qui se dégage de ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, j'ai l'impression, c'est que finalement, les moments où la démocratie dans l'entreprise fonctionne le plus, finalement, c'est pendant les périodes de crise. C'est vraiment très intéressant votre chronique. C'est un sujet qui est vraiment important.
je pense, et qui peut amener à des changements peut-être dans les futures décennies. Pour l'instant, on parle de consultation sur des sujets. Tout l'enjeu, c'est la question du périmètre. Parce que s'il s'agit de consulter les salariés sur la couleur du papier peint, par exemple, ben, on peut dire que c'est une petite dose de démocratie, mais on ne remet pas en question la question de qui prend des décisions sur qu'est-ce qu'on produit, à quelle cadence, avec qui et pour qui. On ne met pas en question la question de la finalité des produits aussi qui sont fabriqués, de leur impact environnemental, enfin, toutes ces questions-là. Pour l'instant, c'est un terrain qui peut être aussi investi par les entreprises, surtout les grands groupes, aussi sous la forme du greenwashing un petit peu. On met en avant une participation des salariés. La participation des salariés aussi, on le voit avec le toyotisme. C'est-à-dire d'impliquer les salariés beaucoup plus, de leur donner plus de responsabilités, de les impliquer. Mais c'est une manière aussi enfin, certains l'analysent de cette manière-là, d'accaparer une manière de leur savoir-faire, de leurs compétences, des choses qu'ils savent faire et qui connaissent sur l'outil de travail, que ne connaissent pas les managers plus haut placés, mais sans forcément rétribution salariale. Mais on les implique. Voilà. Pour moi, la question là-dessus, vraiment, c'est celle du périmètre. Et il y a des formes alternatives qui existent, et notamment les scopes, qui justement donnent une personne, une voix. Et voilà, ça change beaucoup de choses. Il y a des exemples de sites industriels qui ont été repris en scope. Alors, dans l'histoire, on a les LIP. Alors, c'était pas en scope, c'était de l'autogestion un petit peu différente. Il n'y avait pas de cadre juridique au début, en tout cas. Et puis, on a les Scopti plus récemment. C'était une usine à Gémenos qui fabriquait du thé pour la marque Elephant, Unilever. Et ils ont réussi à obtenir les machines et à conserver une partie de l'emploi, pas beaucoup au début en tout cas, mais ils se gèrent eux seuls la production, le commerce, l'international. Et la dimension juste sur laquelle moi je peux apporter des choses, enfin mon travail peut apporter quelque chose, c'est que dans tous les cas, je me suis vraiment rendu compte, j'ai constaté vraiment dans tous les cas, que les salariés, au niveau local, ils ont toutes les connaissances, les savoir-faire, les compétences pour faire tourner leur entreprise. Vraiment, c'est à part la question financière, de la propriété des machines, de l'apport en capitaux pour l'investissement, à part cette question-là, les connaissances, elles sont là. Donc, c'est très rassurant d'un côté, parce qu'on se dit, tout n'est pas parti, tout n'est pas délocalisé. Les gens dans les usines savent les faire tourner complètement, il n'y a aucun doute. Maintenant, c'est une question de volonté politique de rendre possible aussi ces expériences-là. LIP, il y a eu LIP a été mis à terre, notamment pour des raisons politiques, dans les années 70, parce que c'était effrayant qu'une usine soit autogérée par ses salariés. C'était effrayant. Mathéo Serin, vous parliez de LIP. Alors, je vous propose maintenant un extrait de l'émission Là-bas si j'y suis du 25 novembre 2013, LIP LIP Hourra, dédié au mouvement de 1973 contre les licenciements dans cette usine de Besançon qui fabriquait des montres. Chez LIP, c'est aussi la lutte des femmes, parce que pour la bonne raison que chez LIP, on ne le dit pas assez, il y a 800 femmes pour 500 hommes. Et il y a une partie de ces hommes qui précisément sont des cadres qui ne sont pas dans la lutte. Donc la lutte, elle est vraiment menée par une grande partie de femmes. Les leaders de cette lutte sont des hommes. Nous n'en sommes pas jalouses, puisqu'on les trouve très bien. Et eux, d'ailleurs, ne font pas de ségrégation, donc on n'a pas à s'en plaindre. Seulement, est-ce que ça vient peut-être des raisons grammaticales où on dit toujours les travailleurs, les gars de chez LIP? Mais je crois que dans les travailleurs et dans les gars, il y a beaucoup de femmes. Et les femmes se retrouvent dans toutes les commissions, elles sont extrêmement actives, et ça, on ne peut pas le nier, il suffit de le dire à l'extérieur. C'est à l'extérieur que la popularisation des femmes n'est pas faite. Ici, il est fait mention d'une rencontre entre la lutte pour l'emploi et la lutte pour le droit des femmes. Dans votre enquête, vous parlez aussi d'un syndicaliste qui va proposer un plan de reprise d'activité d'une usine en imitant un peu de son combat pour la réunification de la Bretagne. Alors, comment ces combats parallèles font-ils immersion dans la lutte pour l'emploi et quelles en sont les conséquences? Alors, effectivement, ça peut arriver. Pour ce qui est du témoignage des LIP sur les droits des femmes, ça me fait penser à un autre site que j'ai étudié, pas celui que vous mentionnez, où c'est pareil, une usine où il y avait beaucoup de femmes, c'est-à-dire on avait une parité à peu près. Et là, ce qui s'est passé dans cette usine-là, sur un territoire assez conservateur, plutôt de droite, où un feu de palette fait peur,
C'est-à-dire que le feu de palette, ça fait pas partie du répertoire d'action collective ordinaire sur ce territoire-là. Et bien, des salariés en sont venus, notamment des femmes, à séquestrer leur patron pendant 2 heures. Hein. mais quand même. Et là, il y avait une grosse transgression à ce niveau-là. Et c'était aussi le fait de femmes. Alors, pour répondre vraiment à la question en fait, c'est la convergence des luttes, on pourrait dire, dans un sens. Je vous laisse le mot. À part ce cas avec la réunification de la Bretagne qui pouvait s'allier à un projet de reprise de l'activité, où c'était aussi une dimension un peu commerciale, pour mettre en avant ça. À part ce cas-là, on ne peut pas parler, dans les cas que j'ai étudiés, de convergence des luttes. Au contraire, si on parle de lutte, c'est un facteur différenciant entre les salariés. C'est-à-dire que c'est un mot qui peut faire peur à certains et qui va être défendu par d'autres. Concrètement, si on veut caricaturer un petit peu, je vois bien des usines que j'ai étudiées où des cadres, ils ne sont pas en lutte. Ils défendent leur emploi, l'activité, et ils ne vont pas utiliser ce répertoire, ce type de mots. Alors que des syndicalistes, plutôt estampillés à gauche, vont dire être en lutte. Alors peut-être ils vont faire la même chose, hein, concrètement, en termes d'activité, mais ils ne vont pas utiliser le même mot. Donc convergence des luttes, voilà, ce n'est pas le vocabulaire qui va unifier sur place. Et puis, tout ce qui est hors de l'entreprise, ça peut être source de distension aussi, parce que ça va être politique, ça va être culturel, ça va renvoyer à des choses religieuses. Voilà, c'est plutôt concentré sur l'entreprise, sur ce qui se passe en interne, quoi. Donc ça reste finalement assez rare de mélanger différentes influences pour ces actions collectives. Moi, dans ce que j'ai vu, ça ne veut pas dire que ça serait vrai partout. Je pense que l'étape supplémentaire, par exemple, si une usine menacée de fermeture est reprise en scope, là, les salariés sont un peu obligés de croiser d'autres questions et de se demander, parce qu'ils doivent réécrire à partir d'une page quasiment blanche, comment on veut prendre des décisions ensemble. Donc là, ça renvoie forcément à d'autres luttes, que ce soit la question du rapport entre les hommes et les femmes, entre les différences de salaire entre les responsables, les dirigeants et les personnes qui sont sur les postes de production. Donc, à ce niveau-là, mais que j'ai pas étudié, voilà, là, il y aurait une réintroduction d'autres combats, oui. C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le labo des savoirs. Le combat évoqué durant cette émission est lié à un constat qui paraît simple. Face à la perception de l'arrêt d'une activité, l'ordre des choses est perturbé. Il n'y a pas d'un côté les salariés qui ne peuvent qu'attendre leur lettre de licenciement et de l'autre, cadres et élus qui se défaussent de leurs responsabilités. Ces combats ne sont pas menés avec fatalisme ou sous couvert d'une lutte politisée contre les multinationales ou le capitalisme financier. Ils servent une cause, celle de l'activité. C'est par cette lecture que l'on peut ensuite comprendre les stratégies et les alliances mises en place parfois étonnantes qui mènent bien souvent à ne pas tacler les intérêts des actionnaires fautifs. Pour servir la cause de l'activité, il faut parfois mettre la pression à un client, faire fonctionner la production jusqu'au bout pour convaincre du bien fondé d'une reprise ou établir un projet contredisant l'analyse portée jusqu'à présent par la direction. Ces concepts peuvent s'appliquer à bien d'autres situations et nous espérons que nous aurons l'occasion d'en rediscuter avec vous, Mathéo Saurin. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci aussi à Agathe Petit et à Paul Pascal pour la participation à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine au Labo des Savoirs ou dès maintenant sur le www.labodessavoirs.fr.